Mon fiancé m'a dit, annule notre voyage de noces. Mon ex a besoin de moi cette semaine-là pour un soutien émotionnel. J'ai répondu, c'est entendu. Il est déjà annulé. En même temps que le mariage, la salle de réception, et toute notre relation. Je m'appelle Delphine, j'ai 32 ans et je travaille dans la gestion immobilière commerciale à Lyon. Mon travail est structuré et prévisible, composé principalement de budget, de planning d'entretien et de négociations avec les locataires. Je suis quelqu'un de routinier, réveils matinaux, salle de sport avant le travail, soirée à la maison à étudier des contrats ou à cuisiner. Je ne suis pas impulsif par nature et je ne prends jamais de décision majeure sans planification. Mon fiancé s'appelait Julien. Il a 30 ans et travaille dans le marketing pour une grande entreprise régionale de santé. Nous étions ensemble depuis 3 ans et fiancés depuis 8 mois. Nous n'étions pas encore propriétaires, mais nous avions signé un bail ensemble au printemps dernier et partagions toutes les dépenses équitablement. Le mariage était prévu pour fin septembre et le voyage de noces était réservé pour la semaine suivant immédiatement la cérémonie. Julien est extraverti et d'un naturel direct. C'était une chose que j'appréciais initialement car j'ai tendance à être plus réservée. Avec le temps, cette franchise s'est transformée en quelque chose de plus tranchant. Il se targue d'être honnête, mais souvent cette honnêteté ressemble à de la critique. Il corrige les serveurs au restaurant, se dispute avec les services clients en haut-parleur, et n'a aucun problème à dire à ses amis que leurs choix de vie sont inefficaces. J'avais appris à filtrer cela quand c'était dirigé vers les autres. C'est devenu plus difficile quand c'était dirigé vers moi. Pour être clair, il n'y avait aucun signe évident d'infidélité ou de rendez-vous secret. Le problème a toujours été celui des limites, spécifiquement avec son ex, Marc. Ils sont sortis ensemble pendant 4 ans avant moi et ont rompu environ 1 an avant notre rencontre. Selon lui, ils ont rompu parce qu'elle était émotionnellement instable et réticente à l'engagement. Il présentait cela comme s'il l'avait dépassée. Depuis le début, il insistait pour rester amis parce qu'il se sentait responsable de sa santé mentale. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec leurs dîners en tête-à-tête constants ou leurs appels tardifs. Il a répondu que j'étais peu sûr de moi et que des adultes devaient être capables d'entretenir des amitiés matures. Je n'ai pas argumenté à l'infini. J'ai posé une limite claire, j'acceptais des contacts occasionnels, mais pas de dépendance émotionnelle. Pour la plupart, il s'est ajusté, ou du moins c'est ce que je croyais. L'organisation du mariage n'était pas une partie de plaisir, mais c'était gérable. Je m'occupais des aspects pratiques à compte, réservation d'hôtel, rétroplanning parce que c'est ainsi que mon cerveau fonctionne. Julien s'occupait de l'esthétique et de la politique sociale, ce qui consistait principalement à se disputer avec les prestataires pour ensuite me dire que j'avais de la chance qu'il soit exigeant. Si un fleuriste ne répondait pas dans l'heure, il envoyait un mail de suivi qui ressemblait à une évaluation annuelle. Si je suggérais de laisser couler, il disait que j'aimais la médiocrité et qu'il refusait de vivre une vie médiocre. La seule chose sur laquelle j'ai insisté dès le début, c'était que Marc ne devait pas s'approcher du mariage. Il n'a pas demandé à l'inviter, mais il mentionnait sans cesse à quel point ce serait gênant s'il l'apprenait plus tard et se sentait abandonné. C'était son mot préféré pour lui, abandonné, comme s'il s'agissait d'un chien errant qu'il avait nourri une fois et qui avait désormais un droit permanent sur son temps. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il soit impliqué du tout. Il a levé les yeux au ciel et a dit que je me sentais menacée par un type qui n'arrivait même pas à tenir une relation. Il y a 2 mois, nous avons eu notre première dispute sérieuse à ce sujet. Je suis rentrée du travail et il était dans la cuisine en FaceTime avec lui. Pas un appel rapide. Cela durait depuis assez longtemps pour qu'il soit pieds nus, un verre de vin à la main, appuyé sur le comptoir, utilisant cette voix douce qu'il utilise rarement avec moi. Quand il m'a vu, il a détourné le téléphone comme un adolescent cachant quelque chose. J'ai attendu qu'il raccroche. J'ai demandé ce qui se passait. Il a haussé les épaules et a dit que Marc faisait une nouvelle crise et qu'il était la seule personne à le comprendre. Je lui ai dit que je comprenais qu'on aide un ami, mais que je ne comprenais pas pourquoi cela devait être privé et pourquoi cela arrivait toujours la nuit. Il a répondu, parce qu'il a un travail et parce que tu rends tout bizarre. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai rappelé ma limite. Pas de partenaire émotionnel secret, pas de séance de thérapie nocturne,
pas de comportement laissant croire que sa stabilité était sa responsabilité. Il a ri, il a vraiment ri, et a dit que c'était mignon de penser que je pouvais gérer ses relations comme un projet professionnel. Puis il a dit quelque chose qui est resté gravé en moi: si tu ne supportes pas que je me soucie des gens, tu ne devrais pas m'épouser. Je suis allée me coucher ce soir-là en sentant que la conversation était close, mais que le problème, lui, ne l'était pas. Le basculement suivant a eu lieu environ 3 semaines avant le mariage. La plupart des acomptes étaient déjà versés. La salle était sécurisée. Le traiteur bloqué. Le photographe engagé. Nous avions dépassé le point où une annulation signifiait une perte d'argent. Je suis consciente que cela semble pertinent parce que ça l'est. Julien a recommencé à mentionner Marc plus fréquemment. Pas de manière dramatique, juste de petites insertions dans les conversations normales. Il disait qu'il traversait un mois difficile. Il mentionnait que son anniversaire approchait et qu'il détestait fêter ça seul. Il disait qu'il luttait toujours avec le sentiment d'être délaissé. J'écoutais, mais je ne réagissais pas. J'avais déjà tracé ma ligne. S'il voulait l'aider de manière raisonnable, soit. Je n'allais pas fliquer ses prises de nouvelles. Ce que je surveillais, c'était la dépendance. Le vrai moment est arrivé un dimanche après-midi. Nous étions dans notre appartement, assis à la table de la salle à manger, à examiner les derniers chiffres du voyage de noces. Nous avions réservé 10 jours à l'étranger. Les billets étaient payés. Les hôtels n'étaient plus remboursables à ce stade. J'étais en train de vérifier les détails de l'assurance voyage quand il a dit qu'il devait me parler de quelque chose. Son ton était calme, presque clinique. C'est généralement ainsi qu'il formule les choses quand il s'attend à de la résistance. Il a dit que Marc venait de subir une rupture. Apparemment, la femme qu'il voyait l'avait quitté brusquement. Julien a dit qu'il ne le gérait pas bien et qu'il l'avait sollicité pour du soutien. J'ai demandé ce que cela signifiait concrètement. Il a dit qu'il voulait qu'il soit physiquement présent pendant quelques jours parce qu'il se sentait isolé. J'ai demandé quand. Il a dit, la semaine de notre voyage de noces. Il n'avait pas l'air embarrassé. Il avait l'air agacé que je ne sois pas immédiatement compréhensive. Il a dit que ce serait seulement pour une partie de la semaine et qu'on pouvait décaler le voyage. Il m'a rappelé que le mariage, c'était la flexibilité et la compassion. Puis il a dit quelque chose qui a tout clarifié pour moi: il a besoin de moi cette semaine-là. Le voyage de noces peut attendre. Je me souviens m'être sentie très calme. Pas en colère, pas bruyante, juste lucide. Parce que dans cette phrase, il avait classé ses priorités, et je n'étais pas la première. Le lendemain matin, j'ai tout annulé. Je n'ai pas menacé de le faire. Je ne l'ai pas annoncé. Je me suis réveillée à 6 heures comme d'habitude, j'ai fait du café, ouvert mon ordinateur, et j'ai commencé par la salle de réception. Le contrat permettait l'annulation avec perte de l'acompte. J'ai accepté cette perte, puis le traiteur, puis le photographe, puis les crédits de la compagnie aérienne, qui donnaient au moins une valeur partielle pour des voyages futurs. Les hôtels du voyage de noces n'étaient pas remboursables, mais c'était le prix de la clarté. À 9h30, le mariage était fonctionnellement terminé. Julien dormait encore quand j'ai fini d'envoyer les mails de confirmation finale. J'ai transféré ma moitié du solde du compte mariage commun sur mon compte personnel et j'ai laissé un tableau Excel détaillé résumant chaque frais d'annulation et le solde restant. Pas de théâtre, juste des chiffres. Quand il s'est réveillé, il m'a trouvé à la table de la salle à manger. Au même endroit que lors de notre conversation la veille. Il a immédiatement repris là où il s'était arrêté. Il a dit qu'il avait réfléchi et qu'il fallait annuler le voyage de noces parce que Marc avait besoin de lui cette semaine-là pour un soutien émotionnel. Il a présenté cela comme temporaire. Il a dit qu'on pourrait décaler le voyage de quelques mois, une fois qu'il serait stabilisé. Il a dit que j'étais censée être assez sûre de moi pour comprendre que sa loyauté envers les gens ne disparaît pas juste parce qu'ils se marient. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai dit que c'était parfait. Le voyage de noces était déjà annulé. Il a cligné des yeux comme s'il avait mal entendu. J'ai ajouté que la salle était annulée, les prestataires annulés, l'officiant annulé. Il n'y avait plus de mariage à décaler.
Son visage est passé de la confusion à la colère en moins de 5 secondes. Il a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai expliqué clairement que j'avais pris ses priorités au sérieux. Si son ex exigeait sa présence physique durant la seule semaine qui devait marquer le début de notre mariage, alors nous n'étions pas assez alignés pour nous marier. Il m'a accusé d'être dramatique. Il a dit que je n'avais pas le droit de prendre des décisions unilatérales. Je lui ai dit que j'étais d'accord, et c'est précisément pour cela que je ne demandais pas la permission de mettre fin à une relation où j'arrivais en seconde position. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il n'a pas eu de répartie immédiate. La relation a pris fin ce matin-là. Il n'y a pas eu de dispute dramatique. Julien est monté dans les tours rapidement, mais je ne l'ai pas suivi. Il est passé de l'accusation d'exagération à celle d'essayer de le punir. Il a dit qu'annuler tout sans concertation prouvait que j'étais dans le contrôle. Je l'ai laissé parler. Puis je lui ai exposé mon raisonnement. Je lui ai rappelé que j'avais clairement énoncé ma limite des mois auparavant. Pas de dépendance émotionnelle avec Marc. Pas de positionnement en tant que soutien principal. Je lui ai rappelé les appels FaceTime, les conversations privées, la façon dont il écartait mon inconfort en le traitant d'insécurité. Je lui ai dit que ce n'était pas une question de semaine. C'était une question de priorité. Il a dit que je déformais les faits. Il a insisté sur le fait qu'aider quelqu'un en crise ne signifiait pas qu'il l'aimait. Je lui ai dit que je le croyais. Je ne pensais pas qu'il en était secrètement amoureux. Je pensais qu'il avait besoin de se sentir indispensable à lui, et que ce besoin l'emportait sur le respect de notre relation. C'est là qu'il a changé de tactique. Il a dit « soit ». Il dirait à Marc qu'il ne pouvait pas venir. Il a dit qu'il réduirait les contacts si c'était ce qu'il fallait. Il a dit que je faisais exploser un avenir pour quelque chose de réparable. Je lui ai posé une seule question directe, si je n'avais rien annulé ce matin, aurais-tu quand même prévu d'aller le voir cette semaine-là? Il a hésité. Ce ne fut pas une longue pause, peut-être 2 secondes, mais c'était suffisant. Il a fini par dire oui, parce qu'il l'avait demandé en premier et parce qu'il ne pensait pas que je partirais réellement pour ça. C'est à ce moment-là que la bague de fiançailles a été retirée. Je ne l'ai pas arrachée. Je ne l'ai pas exigée. Je lui ai simplement dit que nous n'allions pas nous marier et que je ne resterais pas dans une relation où ma présence était négociable. J'ai expliqué que j'avais déjà contacté la régie immobilière pour les options de résiliation anticipée ou le transfert du bail à l'un de nous. Je couvrirai la pénalité si nécessaire. Une sortie propre. Il m'a traité de froide. Il a dit que je prouvais son point de vue sur mon manque de profondeur émotionnelle. Je lui ai répondu que je préférais la stabilité au chaos. À midi, nous n'étions plus un couple. J'ai déménagé en 4 jours. Le bail était aux 2 noms, mais la régie a confirmé qu'on pouvait résilier avec une pénalité équivalente à 2 mois de loyer. J'ai proposé de couvrir la totalité de la pénalité. Je l'ai fait délibérément pour qu'il n'y ait aucun lien financier ou levier plus tard. Julien a argumenté que j'étais extrême et qu'on pouvait coexister jusqu'à la fin du bail. J'ai décliné. Vivre ensemble après des fiançailles rompues ne créerait que plus de friction. J'ai pris une semaine de congé. J'ai fait mes cartons méthodiquement. Les meubles achetés en commun ont été listés et vendus, l'argent partagé équitablement. Les objets achetés individuellement sont restés avec leurs propriétaires. J'ai tout documenté avec des photos et des confirmations écrites pour qu'il n'y ait aucun litige. Ce n'était pas émotionnel. C'était administratif. Julien oscillait entre colère et négociation. Un soir, il a tenté d'adoucir son ton et a dit « On gâche 3 belles années par orgueil ». Je l'ai corrigé, on y met fin par manque d'alignement. Il a dit que j'étais incapable de compromis. Je lui ai dit que le compromis ne s'applique pas au fait d'être à la 2e place dans son propre mariage. Le 4e jour, j'ai signé un bail pour une location temporaire à l'autre bout de la ville. Un endroit plus petit, mois par mois. J'ai engagé des déménageurs pour les gros objets et j'ai laissé les clés à la régie. Après un état des lieux final, j'ai envoyé à Julien un bref message confirmant que les contrats d'énergie étaient clos et que le dépôt de garantie lui serait envoyé. Puis j'ai bloqué son numéro. Je l'ai aussi bloqué sur les réseaux sociaux,
non pas par théâtralité, mais pour éviter le goutte-à-goutte des demi-conversations et des messages nocturnes de type « je prenais juste des nouvelles ». J'ai informé mes proches que le mariage était annulé et que je ne discuterais pas des détails au-delà du fait que nous n'étions pas compatibles. Le silence qui a suivi fut immédiat. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait plus de notifications concernant Marc, plus de conversations tendues sur les limites, plus de sensation de rivaliser avec un fantôme de son passé. Juste un appartement calme et une ligne très claire. Je ne me suis pas sentie dévastée. Je me suis sentie résolue, et c'est ce qui m'a le plus surprise. Environ une semaine après mon départ, les messages ont commencé à arriver par d'autres canaux. Comme j'avais bloqué son numéro et ses réseaux, Julien est passé par les mails. Le premier était court et tranchant. Il m'accusait de l'humilier devant la famille et les amis en annulant tout sans avertissement. Il disait que les gens posaient des questions auxquelles ils ne devraient pas avoir à répondre. Je l'ai lu une fois et je n'ai pas répondu. Puis est venu un mail plus long. Il a écrit que Marc s'était stabilisé et qu'il lui avait dit qu'il ne pouvait plus être son soutien principal. Il présentait cela comme une preuve de croissance. Il disait que cette crise avait clarifié les choses pour lui et qu'il réalisait qu'il voulait un avenir avec moi, pas avec lui. Il suggérait qu'on se voie en personne pour parler comme des adultes au lieu d'agir comme des étrangers. J'ai réfléchi à la question de savoir si je lui devais une conversation, non pas parce que je doutais de ma décision, mais parce que je voulais être certaine de ne pas réagir par ego. J'ai donc revu la chronologie calmement. Il avait prévu d'annuler notre voyage de noces pour être physiquement présent pour son ex. Il avait admis qu'il y serait allé si je n'avais pas agi en premier. Son hypothèse par défaut était que je resterais quoi qu'il arrive. Ce n'était pas un écart temporaire. C'était sa compréhension du rapport de force. J'ai répondu une seule fois. Je suis restée brève. Je lui ai dit que je ne remettais pas en cause ses intentions, mais ses priorités. J'ai expliqué que je n'étais pas intéressée par la reconstruction d'une confiance où je devais lutter pour une place de base dans ma propre relation. Je lui ai souhaité bonne chance et lui ai demandé de ne plus me contacter sauf si cela concernait la paperasse financière finale. Il a répondu en quelques minutes. Cette fois, le ton était différent, moins tranchant, plus frustré. Il a dit que je réécrivais l'histoire pour me poser en victime. Il a dit que les vraies relations exigent de la flexibilité. Il a dit que ma rigidité me laisserait seule à long terme. Je n'ai pas réagi. 2 jours plus tard, il s'est présenté à mon nouveau logement. Pas agressivement. Il a frappé. Je n'ai pas ouvert la porte. Je lui ai dit à travers la porte que ce n'était pas approprié et que s'il revenait sans y être invité, je considérerais cela comme du harcèlement. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement posé la limite. Il est parti. Après cela, les mets ont cessé. Le calme est revenu. Les retombées se sont propagées au-delà de nous. En 2 semaines, des amis communs ont commencé à prendre des nouvelles, non pas agressivement, mais prudemment. À quelques-uns d'entre eux, on avait raconté une version de l'histoire qui me dépeignait comme impulsive. Selon Julien, j'avais paniqué pour un conflit d'agenda mineur et surréagi au lieu de communiquer. Je m'y attendais. La gestion de son image a toujours été l'un de ses points forts. Je n'ai pas contre-attaqué. Quand on me posait la question directement, je donnais une explication simple, il a donné la priorité au fait d'être physiquement présent pour son ex durant notre semaine de voyage de noces. Je n'ai pas considéré cela comme compatible avec le mariage. J'ai mis fin à la relation. La plupart des gens se sont tus après cela. Les faits n'avaient pas besoin d'embellissement. L'une de ses amies a tenté une médiation. Elle a appelé et a suggéré que Julien avait toujours été du genre protecteur et que j'aurais dû le savoir en m'engageant. Je suis tombée d'accord sur le fait que je savais qu'il aimait se sentir utile. Ce sur quoi je n'étais pas d'accord, c'était d'être secondaire face à un ancien partenaire dès la première semaine de notre mariage. Il y a une différence entre la compassion et une loyauté mal placée. Par des cercles communs, j'ai appris que Julien a bien passé cette semaine de voyage de noces avec Marc. Pas dans un scénario de escapade romantique, juste à son appartement, courses, discussions nocturnes, toute la présence soutenante qu'il avait décrite. Quand j'ai entendu cela, je ne me suis pas sentie jalouse. Je me suis sentie confirmée,
car s'il avait sincèrement cru que nos fiançailles étaient sauvables, il aurait immédiatement créé de la distance. Au lieu de cela, il a pleinement endossé le rôle qu'il avait défendu. À cette époque, il a tenté un dernier contact indirect. Il a envoyé un colis à mon bureau avec quelques affaires que j'avais oubliées dans l'appartement et un court mot manuscrit. Pas d'insulte cette fois, pas de défensive, juste une déclaration disant qu'il espérait qu'un jour je comprendrais que l'amour n'est pas une compétition. Je n'ai pas répondu. J'ai remis le mot dans l'enveloppe et je l'ai classé avec le reste de la paperasse du mariage annulé. Non par amertume, mais pour boucler la boucle. Je traite les fins de la même manière que les contrats. Une fois résiliés, ils sont archivés, pas rouverts. Le plus étrange est la rapidité avec laquelle ma routine s'est stabilisée. Travail, sport, soirée tranquille. Le drame avait disparu. Et avec lui, la négociation constante pour ma position. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de partager mon avenir avec quelqu'un qui appartenait encore à son passé. Environ un mois après la fin de tout cela, j'ai croisé Julien à une fête de fiançailles d'amis communs. J'ai hésité à ne pas y aller, mais éviter les espaces publics indéfiniment semblait inutile. Je ne me cachais pas. Je suis arrivée, j'ai félicité le couple, et j'ai maintenu la conversation en surface. Durant la majeure partie de la soirée, Julien est resté à l'opposé de la pièce. Il avait l'air composé, confiant. Même si quelqu'un ne connaissait pas la chronologie, il n'aurait pas deviné qu'un événement significatif avait eu lieu. Finalement, il s'est approché. Pas dramatiquement, juste un contact visuel direct et une simple déclaration selon laquelle nous devrions mettre les choses à plat. J'ai accepté de sortir quelques minutes, dans un cadre public, un environnement contrôlé. Il a dit qu'il avait beaucoup réfléchi. Il m'a dit que Marc avait commencé à voir quelqu'un de nouveau et qu'il allait mieux. Il y avait d'un ton sous-jacent, presque amer. Il a dit qu'il réalisait qu'il s'était surinvesti pour lui pendant des années et que j'étais la seule personne qui lui avait jamais mis le nez dedans. J'ai écouté. Puis il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'il s'attendait à ce que je me batte plus, que j'argumente davantage, que j'essaie de le reconquérir face à ses propres instincts. Il a présenté ma détermination comme un abandon. Selon lui, l'amour signifie surmonter les pires tendances de quelqu'un, pas s'en éloigner. Je lui ai dit calmement que je ne suis pas intéressée par l'éducation d'un partenaire, mais par la construction avec un partenaire. Je ne suis pas partie parce qu'il se souciait de quelqu'un. Je suis partie parce qu'il avait clairement montré que ma position était négociable. Il a demandé s'il y avait une version des faits où je reconsidérerais. J'ai répondu honnêtement, non, pas parce que je te déteste, pas parce que je voulais me venger, mais parce qu'une fois que j'ai vu comment tu classais tes priorités sous pression, je t'ai cru. Il avait l'air frustré. Mais pas surpris. Je pense qu'une partie de lui savait que je ne bluffais pas le matin où j'ai tout annulé. Nous sommes rentrés séparément. Je suis restée 1 heure de plus, puis je suis partie sans lui dire au revoir. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé. 8 mois se sont écoulés depuis que j'ai annulé le voyage de noces, le mariage et la relation le même matin. D'un point de vue logistique, les conséquences étaient simples. J'ai perdu quelques acomptes. J'ai déménagé 2 fois en 1 an. J'ai dû expliquer à la famille élargie pourquoi les invitations étaient retirées. Rien de tout cela n'était agréable, mais tout était gérable. L'argent se gagne à nouveau. La réputation se stabilise quand on reste cohérent. Ce qui est resté avec moi plus longtemps, c'est la clarté de ce moment à la table. Quand Julien a dit « il a besoin de moi cette semaine-là », il attendait une négociation. Il attendait un compromis. Il attendait que je m'adapte à son sens du devoir. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que je prendrais sa déclaration au pied de la lettre et que je prendrais une décision en conséquence. Je ne pense pas qu'il était un méchant. Il ne complotait pas secrètement pour retourner vers son ex. Il croit sincèrement qu'être indispensable est une preuve d'amour. Le problème est qu'il veut être indispensable à tout le monde en même temps. Cela semble généreux en apparence, mais en pratique, cela crée de l'instabilité. Quelqu'un finit toujours par passer en second. Je refuse d'être cette personne. Depuis, j'ai eu quelques rendez-vous décontractés, mais sans précipitation. Je suis plus attentive à la façon dont quelqu'un gère ses limites,
pas seulement avec ses ex, mais avec le travail, les amis et la famille. Quand un conflit survient, je fais attention à qui est priorisé sous pression. Les mots sont flexibles. Les actions, elles, ne le sont pas occasionnellement. J'ai des nouvelles de Julien par des connaissances communes. Rien de dramatique. Il a changé d'appartement. Il a changé de travail. Marc n'est plus un sujet quotidien, ce qui est ironique. Je ne ressens pas de colère quand j'entends son nom. Je ressens de la distance. Si j'avais attendu, argumenté plus longtemps, ou essayé de rivaliser avec son passé, nous serions peut-être arrivés au mariage. Et alors j'aurais été légalement et financièrement lié à quelqu'un qui considérait ma position comme ajustable. Annuler tout en une matinée semblait extrême vue de l'extérieur. De l'intérieur, c'était proportionné. Parfois, la décision la plus propre est celle qui ne laisse aucune place à une réinterprétation ultérieure.